Tac, ok, c'est bon, on est bon. Eh bien, écoutez, bonjour à tous. On va du coup démarrer ce webinaire. Hop là. On va donc démarrer ce webinaire aujourd'hui, donc dédié au contrôle qualité. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire que nous avons mis en place parce que finalement, j'ai souvent, oh là, je suis pas du tout en face, j'ai souvent cette question des questions associées au contrôle qualité. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quand même un enjeu majeur pour l'ensemble de la filière automobile. Ça concerne aussi bien les constructeurs, les équipementiers et ensuite tous les sous-traitants. Et c'est vraiment un sujet qui peut permettre de faire la différence, en tout cas avec les producteurs. Je ne sais pas si on n'a pas un souci, Simon. Moi, je ne vois plus rien à mon niveau. Je ne sais pas si tu es là. Non, non, si je suis là, tout va bien, Antoine, je pense. Ouais, mais j'ai pas d'affichage, j'ai pas d'affichage sur le fond et j'ai pas de fond. J'ai pas Le fond, l'image, tu sais, du logo, Enfin bon, tout va bref, bien. c'est pas grave. Ok, c'est pas très grave. Donc du coup, c'est vraiment, ça fait partie de ces sujets de différenciation aussi, par exemple avec les pays, avec les producteurs low cost. Donc ça peut être intéressant. Bon, bref. Souvent, en fait, ce que je remarque, c'est que les problématiques qualité qu'on rencontre dans les accompagnements qu'on peut faire au sein du pôle, elles sont souvent de deux types. La première sur les enjeux liés vraiment au niveau du produit, qui sont associés en fait à l'évolution du produit dans leurs usages, par exemple, et celle aussi qu'on a au niveau des processus de production, de façon à rester le plus compétitif possible en intégrant des technologies de plus en plus sophistiquées. Aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est vous proposer un webinaire qui soit vraiment basé sur des retours d'expérience et des cas d'usage pour illustrer des cas concrets de modernisation et vous donner ensuite des éléments d'inspiration pour que vous puissiez vous lancer tout en ayant connaissance du retour sur investissement qu'on peut imaginer sur des produits comme ça ou des cas d'application. Donc, on va avoir 3 intervenants aujourd'hui. On va avoir d'abord Philippe Renaud d'Exameca Mesure qui va nous présenter du coup les solutions qu'il a mises en place, lui, pour le contrôle sur des rotors stators dans les moteurs électriques. Ensuite, on aura Marc Rosenboom de DW Fritz qui va lui nous présenter des exemples de contrôle d'assemblage sur des packs batteries. Et enfin, on aura Pierrick Boisselier d'Elixia qui nous présentera des technologies associées au contrôle de disques de frein chez Renault, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, vous commencez tous à être rodés maintenant avec les webinaires, donc n'hésitez pas à poser vos questions soit en live, soit à travers le chat que vous avez dans votre fenêtre. Pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à activer vos webcams quand vous posez des questions ou même d'une manière générale. Et puis voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon webinaire et passer la main du coup à Philippe. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Merci pour l'invitation. Donc, j'ai partagé mon écran et lancé le... Attendez, hop, la présentation. Est-ce que tout le monde voit? Donc, voilà, donc Exameca Mesure, donc ça fait 40 ans que nous faisons des machines de mesure pour l'industrie essentiellement automobile et sur du contrôle en atelier. Donc, je vais vous présenter rapidement notre Philippe, philosophie. juste, on voit pas votre présentation. Ah, vous ne voyez pas la présentation? Donc, parce que moi, je l'ai pas à l'écran. Ah, attendez. Tout à l'heure, ça marchait. Oui, Donc, tout à fait. C'est les joies de la technique. la technique. Je vais arrêter la présentation, revenir. Attendez, hop. Comment je peux faire? J'ai plus l'écran. Attendez. Parce que là, j'ai pas la main pour revenir sur le problème d'affichage, de paramétrage d'écran. Hop. Vous voyez rien du tout? Non, toujours pas. C'est sûr. Non, toujours pas. Mais là, c'est bon. Ah, c'est bon, ça y est, c'est parti. Bon, c'est parti. Alors, attendez, je recommence pour revenir au tout début. Relancer le diaporama. Pourquoi je n'arrive pas à revenir sur les premières pages? Le diaporama. Vous voyez quelle page là? Parce que La mesure en atelier et ouais, industrie les contraintes, 4.0. d'accord, mais il n'y a plus la. Ah, attendez, il faut que j'arrête le. Bon, c'est bizarre si je n'arrive pas à remonter sur le début du diaporama.
Il y a un problème. Attendez, je vais arrêter le… Je vais reprendre l'écran partagé. Attendez, on va reprendre l'écran partagé. Hop, partager. Ah non, ça ne revient pas. Je fais un plantage sur l'ordinateur. C'est les joies de la technique. Heureusement qu'on est un peu meilleur sur le contrôle que sur la partie informatique. Bon, écoutez, alors bon, c'était pour présenter un petit peu notre philosophie. Là, c'était la deuxième page. Donc, nous, en fait, on fait des machines de mesure. Et justement, une des contraintes, c'est de, comment dire, sur la partie atelier, c'est de pouvoir faire de la métrologie avec des tolérances de quelques microns dans un environnement sévère. Donc, où on a des contraintes thermiques où la température peut varier de plus 10 à plus 45, beaucoup de poussière, de la vapeur, des vibrations, souvent des utilisateurs non qualifiés, c'est-à-dire ce sont des intérims ou des opérateurs de production qui vont contrôler des pièces qui font quelques microns. Donc, on va reprendre le travail comment dire, des contrôleurs qui étaient souvent en salle climatisée comment dire, par des opérateurs de production. Donc, toutes ces contraintes-là, ça fait, comme je vous le disais, une quarantaine d'années que l'on a cette expérience et on a développé toute une gamme de machines. Donc, je vais essayer d'aller sur la page suivante. En passant depuis la présentation PowerPoint, je pense que vous pouvez, si vous changez les slides, elles se changeront automatiquement sur… Ah ouais, c'est ce que j'essaie de faire, mais ça… Ah, attendez, hop, là j'ai compris. Voilà, donc là c'était ma page d'introduction que je voulais vous présenter. Donc nous, notre philosophie, c'était de faire le lien entre le monde réel et le monde digital. Donc l'industrie 4.0, pour nous, c'est vraiment… la métrologie quitte le monde du contrôle et de la qualité pour vraiment être un outil comment dire, de pilotage de process. Et donc aujourd'hui, il y a une convergence du monde digital, donc avec la conception assistée par ordinateur, la simulation, tout ce qui est logiciel de pilotage de production. Et puis derrière, ce qu'on va réaliser, le site de manufacturing, et il faut reboucler. Et donc la mesure dimensionnelle dans l'atelier permet de reboucler et de vérifier que ce qu'on a produit est bien conforme à ce qu'on a conçu. Donc, en termes, pour nous, surtout essentiellement en termes de dimensionnel et puis de géométrie. Donc, il faut beaucoup de données, une fiabilité dans les données, et donc c'est ce que nos machines apportent. Donc, je reviens sur les contraintes industrielles telles que je vous l'ai présentées tout à l'heure. Et puis, donc, notre solution, ce que l'on propose, nous, Exameca Mesure, donc, ce sont des machines vraiment conçues et dédiées pour l'atelier. Historiquement, Exameca Mesure vient d'Exameca, un sous-traitant d'aéronautique. Donc, en fait, on ne vient pas du monde de la métrologie, on vient du monde de l'industrie et de l'aéronautique, et on a conçu des moyens pour mesurer. Donc, on a des machines qui viennent vraiment, qui sont dédiées dès l'origine pour avoir une certaine fiabilité, une précision et une robustesse pour des environnements exigeants. Donc, on a été un des premiers à intégrer des multicapteurs, c'est-à-dire qu'on va pouvoir intégrer dans nos machines des capteurs optiques, des capteurs contacts de notre conception, à la fois pour des diamètres, pour des longueurs, des angles. Et donc, ce qui permet de mesurer une pièce au même endroit avec différents moyens techniques pour répondre aux exigences du client. Et on développe également une interface, un soft très simple d'utilisation. En moins d'une heure, vous êtes capable de pouvoir mesurer une pièce, je dirais, assez facilement. Et on a beaucoup des trompeurs et d'éléments qui permettent d'éviter aux opérateurs de monter la pièce à l'envers, etc. Et après, on peut sortir toute une sorte de rapport de contrôle, je dirais soit en bar graphe, en table, en plan, et transmettre tous les éléments, et ça c'est fait de plus en plus, sur les serveurs du client, donc soit avec des logiciels de SPC comme QDAS ou autres, ou maintenant avec le protocole OPC-UA sur des serveurs OPC pour mettre à disposition les données. Donc, nous, on est capable de mesurer tout ce qui est, je dirais, toutes les cotes et toutes les contraintes dimensionnelles et géométriques que l'on peut retrouver sur un plan, avec des diamètres. Donc, nos machines sont précises de l'ordre du micron, et puis en longueur sur 4 microns. Et ça, on garantit cette précision dans des environnements entre 10 et 45 degrés, puisqu'on a des sondes de température dans la machine qui permettent de compenser.
Et on a testé toutes nos machines dans des enceintes climatisées afin de vérifier qu'on garantissait cette précision dans toute cette gamme de températures. Donc, on peut avoir aujourd'hui, on a des clients, on a plus de 150 cotes à contrôler et on va utiliser le bon outil pour mesurer, c'est-à-dire soit du contact pour tout ce qui est extérieur et précision ou des capteurs optiques pour ce qui est dessiné en vert, par exemple, pour des chanfreins, pour des petits rayons ou des cotes tellement précises qu'on ne va pas pouvoir utiliser un capteur contact. Alors, nous, on est favorable à maintenir ces deux technologies puisque le capteur optique a certaines limites, notamment quand les pièces sont un peu sales. On peut toujours avoir un petit film d'huile, voire même si les pièces sont nettoyées, un petit film de lessiviel de quelques microns. Et comme on a des tolérances qui sont très serrées, ça peut perturber la mesure. Donc, on a toute une gamme de machines. Donc, on a les machines Combodim qui combinent à la fois du contact et de l'optique. Des machines Udim qui sont uniquement en partie contact. Optodim, évidemment, c'est la partie optique. On a une gamme XL aujourd'hui pour des pièces de grande taille qui étaient essentiellement destinées au contrôle de vilebrequin. Et puis les interdim pour tout ce qui est pièces de pignonnerie. Donc là, vous avez quelques applications. Donc, les pièces qui sont en train de disparaître du marché, ce sont les arbres à cames. Les vilebrequins, j'y reviendrai avec les moteurs électriques, les pistons. Et puis, les pièces de transmission, ça, c'est ce qui s'est bien développé. On fait des systèmes de freinage également, la direction. Et puis, on travaille aussi un peu pour l'aéronautique et pour l'industrie. Donc là, aujourd'hui, notre philosophie, on a deux applications pour nos machines et on va de plus en plus, j'y reviendrai sur les contraintes liées à l'évolution du marché vers les véhicules électriques. Donc, on a les machines bord de ligne avec un chargement et des chargements manuels, où là, c'est des machines sans set service. Et on va utiliser ces machines à la fois pour les cotes échantillonnition, c'est-à-dire qu'on va contrôler 100% des pièces en production. Les cotes de réglage, c'est-à-dire quand on va démarrer la ligne de production ou quand on fait des changements de rafale. Et les cotes critiques, là, c'est vraiment les pièces qui sont régulièrement contrôlées pour vérifier qu'il n'y a pas de dérive de process. Et puis, les machines en ligne, où là, on va contrôler 100% des pièces de production, mais sur une certaine quantité limitée de cotes, puisqu'on a des temps de cycle qui vont être inférieurs à la minute. Donc ici, c'est le compromis entre le pilotage du process, alors que sur les parties en ligne, on va pouvoir adapter et on peut avoir des cycles de 4-5 minutes suivant le nombre de pièces et la complexité de la pièce à contrôler. Donc, c'est déjà important aussi, quand vous allez utiliser des machines ou investir, c'est de savoir dans quelle catégorie et comment la métrologie va pouvoir vous aider à maîtriser votre process qualité. Alors là, on a fait face, nous, depuis 2018, à une évolution du marché, puisqu'on bascule du moteur, du véhicule thermique à moteur à combustion interne vers des véhicules hybrides, puis véhicules électriques, soit avec batterie ou pile à combustible. Donc aujourd'hui, les contraintes, c'est qu'en mode électrique, le véhicule doit être parfaitement silencieux. Donc, tout ce qui tourne ne doit pas faire ni de bruit, ni de vibration. Le couple d'un moteur électrique est généralement plus élevé qu'un moteur thermique. Donc, il y a des contraintes de couple et de résistance qui sont plus élevées. Et puis, des rotations aussi plus importantes. Donc, ces contraintes, ces nouvelles spécifications a généré des contraintes de fabrication. Donc, on l'a vu, un resserrement des tolérances sur les pièces, notamment de boîtes de vitesse. Donc, on est régulièrement sur des tolérances, des diamètres avec des IT inférieurs à 15 microns. C'est-à-dire qu'il faut que les machines soient vraiment capables de faire ça, donc soit précises et répétables de l'ordre du micron 5. Donc ça, c'est des contraintes supplémentaires. Des défauts géométriques, battements, défauts de forme également de quelques microns. Et puis des finitions de surface parfaites. Pas de défaut, puisque la pièce coûte de plus en plus cher à fabriquer, puisqu'elle est de plus en plus précise. Donc, il faut vraiment réduire au maximum, voire supprimer tous les défauts. Donc, ces contraintes de fabrication ont entraîné également des contraintes de contrôle, puisque nos machines doivent être plus précises, plus rapides, plus flexibles, et également gérer plus de complexité, puisque ce sont des pièces qui vont coûter plus cher. Donc, on doit pouvoir apporter une réponse par nos machines sur cette complexité de contrôle.
Et puis, un contrôle, une partie 100% du process, puisque, comme je vous le disais, zéro défaut sur des pièces qui vont coûter de plus en plus cher. Donc, le client demande un contrôle à 100%. Donc, nous, une partie de notre réponse. Donc là, j'ai remis le schéma de la boîte du véhicule Renault sur la boîte e-Tech, qui intègre à la fois des moteurs thermiques et puis le moteur électrique et une boîte hybride avec une conception très particulière. Donc, pour répondre, on a développé ce qu'on appelle le rayon sous bille, donc un capteur multicapteur jusqu'à 6 ou 7 billes qui permet de contrôler vraiment la totalité de la pièce en une seule opération. Donc là, on a vraiment développé la flexibilité pour pouvoir contrôler, notamment sur les rainures, parce qu'il y a des défauts de géométrie, etc., qui permet l'emboîtage et qui permet cette qualité de fonctionnement de cette boîte de vitesse et également le silence dans son fonctionnement. Donc, également, on contrôle l'axe du rotor du moteur électrique, où là également, du fait de la vitesse de rotation, on a des tolérances très resserrées sur ce moteur. On a fait également la même chose sur les pignons, donc sur toute la partie pignonnerie de la boîte de vitesse, où là, on a également développé sur la machine Interdim un système rayon sous bille avec plusieurs billes. Et également, on a intégré les capteurs optiques sur cette machine-là. Ça veut dire qu'on peut contrôler en une seule opération à la fois des engrenages avec des modules assez importants et également toutes les petites parties d'engrenage. L'intérieur, l'extérieur, on peut venir scanner pour vérifier les rayons, des angles. Donc, tous les éléments critiques dans la fabrication de cette pignonnerie est réalisé en une seule opération. Ça, c'était une exigence que le client souhaitait pour toutes les contraintes que je vous ai expliquées en termes de précision, de flexibilité. Et donc là, on a ces machines-là en bord de ligne qui sont en self-service par les opérateurs. Et puis, on a également adapté nos machines sur le chargement par robot. Donc là, on a une cellule où la machine fait du contrôle 100%. On a 2 machines avec un robot et qui permet de charger et décharger les pièces et de lancer le cycle de mesure. Donc là, on est en ligne de production et avec la même machine, la même philosophie, le même logiciel, on peut basculer bord de ligne. Alors, on ne peut pas dire que la machine c'est la même machine qui fait le bord de ligne ou l'automatisme, mais je dirais en termes de maintenance, de fonctionnalité et de programmation, ce sont vraiment la même philosophie et les mêmes types de machines, ce qui permet d'avoir qu'un seul système complet pour contrôler l'ensemble du processus. Et puis, on a également chargement par le haut. Donc là, on a un temps de cycle inférieur à la minute. Donc voilà, donc, nos machines sont complètement, je dirais, adaptables aux contraintes de chargement et de déchargement dans l'atelier, soit par robot, soit directement en ligne avec le bras manipulateur qui va alimenter. Et on est capable également de connecter nos machines avec les machines amont pour faire ce qu'on appelle la correction machine-outil. Donc, en fonction de la dérive sur la pièce, on va pouvoir corriger les données de fabrication, d'usinage ou de rectification sur les machines amont. Donc là, nous, on a plus de 300 machines installées dans le monde, donc 210 en France et une trentaine. Notre deuxième marché d'export, c'est la Chine. Comme je le dis, tous les moteurs et boîtes de vitesse fabriqués en France sont contrôlés à l'aide de machines Exameca mesure. Donc, on est chez tous les constructeurs, donc le groupe Stellantis, le groupe Renault. On est chez Geely en Chine. Voilà, on est chez sous-traitants aussi de première zone comme Magna avec Getrag. Voilà, donc on a une dimension mondiale, on est reconnu par nos clients et voilà, on évolue en permanence. Là, on vient de développer une machine avec un 4e axe justement pour contrôler des symétries de clavettes de façon plus précise et des trous dans des axes à la demande de clients pour avoir toujours plus de flexibilité et être capable de contrôler le maximum de cotes et de dimensions avec une seule opération. Voilà, je crois que j'ai tenu les 15 minutes.
Donc, si vous avez des questions. Merci beaucoup, Philippe, hein, pour cette présentation. Voilà, on a bien réussi à voir toutes les slides, donc super, d'un point de vue technique, ça a bien fonctionné. Comme Philippe vous le disait, n'hésitez pas, hein, dans le chat, vous avez la possibilité de poser des questions. On les posera au fur et à mesure. Ça fait partie donc, du fonctionnement des webinaires ID4Car. Et donc, je vais laisser la parole à Marc Rosenbaum de DW Fritz qui va enchaîner avec sa présentation. Marc, je pense que vous m'entendez. Hop, il faut réactiver le micro. Ouais. Pardon, je n'avais pas activé le micro. Pas de problème. Ok, vous m'entendez là? On vous entend très bien. Je vous laisse réactiver votre webcam parce que c'est plus sympa que les participants vous Je l'ai voient. activé, mais ah oui, mais c'est vrai. Pardon, j'ai un Super, système un peu particulier ici. ça Bon, marche. Et non, puis, on parce voit que votre présentation, donc c'est bon, vous pouvez y aller. ok, donc alors, ok, donc il faut que je revienne au début. Pardon, voilà. Donc, juste me présenter, donc Marc Rosenbaum, je suis aujourd'hui responsable du business développement de DW Fritz. Alors, pour la Juste, toute petite Marc, on voit la histoire, présentation en mode présentateur. alors, il faut que je me mette, c'est quoi? Où est-ce que c'est le… Peut-être dans les paramètres d'affichage au-dessus. Ouais, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Normalement, je devrais l'avoir en plein écran. C'est parce que j'ai deux écrans. Si vous cliquez sur paramètres d'affichage au-dessus de la présentation, je pense qu'il y a peut-être… En train de partager votre écran, c'est pas ça. Bon, les paramètres Tout en haut, juste au-dessus de la présentation, vous avez un bouton paramètres d'affichage. Si vous cliquez dessus, je pense que ça doit… Nous, on le voit à l'écran, en tout cas. tout au-dessus. Ah, c'est pénible parce que j'ai deux écrans et c'est sinon, il faut que je désactive la webcam. C'est très pénible. Mince. Ça, c'est pas… Ça active les sous-titres, c'est pas ça. Masquer, là, vous aviez masqué le mode présentateur. Clic droit, masquer le mode présentateur. Comme ça, c'est bon? C'est parfait. Ok, pardon. Ok, donc je reviens. Il y a en 2010, je vais créer MS3D pour donc, développer une technologie de contrôle en ligne de pièces mécaniques sans contact. C'est ce dont je vais parler aujourd'hui. Et en 2019, la société a été rachetée par DW Fritz. Mais la technologie et les machines sont toujours développées et fabriquées en France. Alors, vous m'aviez demandé de faire une présentation sur l'assemblage des batteries, qui est le deuxième métier, qui est le métier de DW Fritz. Alors, je vais vous décevoir, je suis désolé, je n'ai pas pu vous prévenir, mais je n'ai pas l'autorisation de le faire. Il s'agit de… Parce qu'à chaque fois, ces lignes d'assemblage sont faites sur des spécifications clients et sont à chaque fois couvertes par des ND, des accords de confidentialité assez restrictifs et donc je n'ai pas l'autorisation de le faire. J'en suis désolé. Donc, je vais me rabattre sur le contrôle en ligne de pièces mécaniques. Vous m'en excuserez. Mais bon, voilà. Les contraintes de dernière minute. Pas de problème. DW Fritz, société américaine qui a 50 ans, et donc dont le métier est vraiment le contrôle en ligne à très grande vitesse de pièces de type pièces électroniques, semi-conducteurs,
ordinateurs, tablettes, etc., où on est sur des temps de cycle de l'ordre du dixième de seconde. Et donc, depuis l'acquisition de MS3D, donc, qui est devenu DW Fritz en Europe, donc le contrôle en ligne de pièces mécaniques à grande vitesse. Donc, la société est maintenant un peu plus, on sommes 550 personnes, dont la moitié en Chine, et pour servir des clients comme en Chine et en Corée, Samsung, Foxconn, etc. L'équivalent aux États-Unis, et puis nous sommes une quinzaine maintenant en France, et on est en train de recruter avec beaucoup de difficultés, mais donc le projet, c'est de devenir aussi gros que la Chine en Europe. Donc une gamme de machines qui vont depuis des machines bord de ligne jusqu'à des machines de contrôle en ligne en grande vitesse. Je ne vais pas revenir sur ce que Philippe Renaud a dit, donc, puisqu'il l'a très bien expliqué, la différence entre les deux et les contraintes. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus, sachant que, vu notre métier dans les batteries, donc on s'est tout de suite orienté sur les pièces de moteur de véhicules électriques, essentiellement tout ce qui est le powertrain. Donc, l'intérêt du contrôle en ligne, pareil, je ne vais pas faire de la redite de ce qu'a très bien dit Philippe Renaud. Donc, en revanche, les spécifications, les contraintes supplémentaires nées du moteur électrique, c'est que le moteur électrique est alimenté en énergie par des batteries, et les batteries, c'est probablement le moyen le plus inefficace qu'on ait trouvé pour stocker de l'énergie. Donc, c'est lourd, c'est encombrant, c'est très long à charger et c'est très rapide à décharger. Donc, tout ça fait que typiquement, on va rajouter sur une voiture hybride 200 à 300 kg de batterie, et pour une voiture électrique de l'ordre de 500 à 600 kg. Et donc, il va falloir que l'on améliore considérablement l'efficacité à la fois des batteries, mais là, c'est en cours. Mais là, il va falloir attendre 2024-2025 pour que ça devienne vraiment efficace. Ça veut dire qu'on trouve des autonomies de l'ordre réel de 500 km. Une Tesla qui vous annonce 500 km d'autonomie, elle a en cycle réel entre 300 et 350. Donc, on retrouve des autonomies de l'ordre équivalent à celles des moteurs thermiques. Et donc, il faut améliorer, optimiser toute la chaîne de traction. Philippe Renaud en a parlé. Le nouveau challenge, c'est que les moteurs électriques, c'est silencieux. Donc, tout ce qui fait du bruit est à proscrire. Avant, c'était couvert par le bruit du moteur, ce n'est plus le cas. Il faut améliorer considérablement l'efficacité de toute la chaîne de traction, parce que la source d'énergie est faible, et donc il faut l'utiliser au mieux. Et en plus, donc, si on va parler de la boîte de vitesse, alors ce n'est plus des boîtes de vitesse, ce sont des réducteurs. On a des moteurs qui tournent entre 15 000 et 20 000 tours minute, à comparer à des moteurs thermiques qui tournent à 3 500, 5 000 tours minute. Donc, ça veut dire des contraintes sur le réducteur et sur toute la chaîne de traction beaucoup plus importantes. En plus, donc on va pas revenir, sur les contraintes du contrôle en ligne. Donc, sur le contrôle en ligne, ce qu'on a à faire, c'est non seulement le contrôle de la géométrie, mais également le contrôle de l'aspect. Alors, quand on parle de contrôle d'aspect, un des générateurs de bruit sur les réducteurs, c'est les ondulations de surface des engrenages. Alors, en ondulation, pour donner une idée, ce sont des vagues qui sont générées par l'usinage puis par la rectification, qui vont générer des vagues de l'ordre de 1 micron d'amplitude et de 2 à 3 mm de fréquence, et qu'il va falloir mesurer, détecter, parce que ce sont elles qui sont les générateurs de bruit. Et également donc tout ce qui est incident de fabrication, donc rayures, bosses, creux, etc. Donc, si on parle des contraintes en matière de
rotor et stator, on est sur des contraintes dimensionnelles, des tolérances entre 10 et 15 microns, plutôt de l'ordre de 15 microns. En ce qui concerne les engrenages, on est sur des contraintes qui sont plutôt 6 à 8 microns. On est également sur des temps de cycle qui sont extrêmement courts si on veut faire du contrôle en ligne. Notre spécialité étant le contrôle en ligne, on est un cycle de fabrication de stator, c'est de l'ordre de la minute. Un cycle de fabrication d'un pignon d'engrenage, c'est de l'ordre de 12 à 30 secondes. Parfois 40 secondes pour les plus grands. Donc, il faut tenir ces temps et s'intégrer sur la ligne. Je ne reviens pas sur les contraintes d'intégration sur la ligne. Philippe Renaud en a très bien parlé. Donc, je ne reviens pas là-dessus. Donc, pourquoi le contrôle en ligne? Donc, ça, c'est également quelque chose dont mon prédécesseur vient de parler. Une machine en bout de ligne ou dans un laboratoire, c'est un centre de coût. C'est une machine qui vient expliquer à la fabrication qu'elle a mal travaillé et qui vient dire « Ah ben c'est dommage, vous avez dépensé du temps, de l'énergie, de la main-d'œuvre, des composants pour fabriquer une pièce que je vais mettre à la poubelle. » Donc, le contrôle en fin de ligne ou le contrôle en laboratoire, c'est un contrôle qui vous dit « Vous avez mal travaillé et donc je détruis de la valeur, donc c'est un centre de coût. » Si je suis capable d'arrêter une pièce et de contrôler le process en temps réel et de donner les informations en temps réel pour contrôler le process, c'est plus un centre de coût, c'est un centre qui va me générer une rentabilité. Et on a dans plusieurs cas de figure, puisqu'on fait ce contrôle en ligne, nous, depuis maintenant une petite dizaine d'années. Avec les constructeurs automobiles, on a fait des calculs et on est sur des retours sur investissement qui tournent entre 6 mois et 1 an. Sachant qu'en général, un constructeur, lui, exige d'avoir des retours entre 2 ans et 2 ans et demi. Donc, on transforme un investissement en centre de coût en un investissement de rentabilité. Donc, les contraintes de la machine, c'est d'avoir accès à l'intégralité de la surface, de pouvoir contrôler l'intégralité des éléments, d'avoir la précision et la répétabilité nécessaires pour des contraintes de tolérance de l'ordre de 6 à 15 microns, d'être suffisamment flexible pour accepter diverses références et surtout d'être extrêmement fiable. Encore une fois, Philippe Renaud en a parlé, sont des machines qui doivent être idiot-proof. Donc, la différence entre le contrôle en ligne et le contrôle hors ligne, le contrôle hors ligne ou en laboratoire, c'est l'homme qui s'adapte à la machine. Dans le contrôle en ligne, c'est la machine qui s'adapte à l'absence d'homme. Donc, je ne reviens pas là-dessus. Sur les contrôles, donc, je vais donner quelques exemples de contrôle en ligne que l'on fait. Donc, ce que nous avait demandé ID Forecast, c'était sur les batteries. Donc, désolé, je ne peux pas en parler. Simplement, nous avons donc aujourd'hui, installé, donc DW Fritz, une dizaine de lignes d'assemblage de batteries, essentiellement aux États-Unis pour le compte d'un fabricant dont le nom commence par T. Et donc, aussi bien la fabrication des cellules, pas pour Tesla, puisque Tesla utilise des cellules cylindriques du commerce, mais pour tout ce qui est cellules prismatiques, qui devient le standard pour la batterie automobile. Les modules, les packs et les inverseurs. Donc, nous, on va travailler en France sur la chaîne de traction, c'est-à-dire les réducteurs, les stators et les rotors, tout ce qui est transmission, ce qui est disque de frein, mais là, je ne vais pas en parler parce que mon confrère d'Edixia en parlera, donc on ne va pas faire des redites. Et tout ce qui est également arbre de transmission, arbre de direction. Aujourd'hui, là, je vais juste me focaliser sur 2 éléments qui sont
le réducteur et les stators. Donc, on va faire vite. Donc, si on prend sur les réducteurs, sur les engrenages, on est sur des temps de cycle qui sont de l'ordre de 15 à 30 secondes. Alors, et sur des défauts qui sont des défauts 3D. C'est-à-dire, donc, il y a des éléments qui sont géométriques, qui sont évidemment l'angle de diamètre, l'espace entre les dents, la hauteur de dents, etc. Mais le plus important, c'est la surface de contact de l'engrenage, puisque c'est la surface fonctionnelle, c'est elle qui est génératrice de bruit et c'est elle qui va transmettre le couple. Donc, et les défauts que l'on cherche à distinguer sont des défauts qui sont des défauts en 3 dimensions. Aujourd'hui, le contrôle, les machines de contrôle d'engrenage, je ne parle pas pour celles d'Exameca, vous donnent un compte-rendu qui est celui-là. C'est-à-dire, on va contrôler 4 dents, quelques sections sur 4 dents, et on va vous dire, voilà, j'ai contrôlé mon pignon. Pas tout à fait. On va contrôler ce qu'on sait contrôler, et on va le contrôler dans des temps qui ne correspondent pas à un contrôle à 100%, puisqu'on va les contrôler entre 7 et 10 minutes. Le problème, c'est que ce qu'on cherche, c'est ça. Pas ça. Pas ce qui est à gauche, ce qui est à droite. C'est-à-dire un contrôle exhaustif, et encore celui-là est un contrôle purement géométrique, donc il ne parle pas du contrôle d'ondulation de surface. Donc, nous, ce que l'on va proposer, c'est ça. C'est-à-dire, on peut faire ça, évidemment, puisque c'est ce qu'on nous demande, mais pour être accepté, il faut qu'on donne cette information qui est à la fois extrêmement fragmentaire et en plus absolument pas fiable. Ça veut dire que vous changez le moindre paramètre dans le contrôle, l'emplacement de la section, la façon de calculer l'axe de rotation, la dent qui va être contrôlée, la hauteur de la section, et vous avez des résultats qui peuvent varier de 10 à 15 microns. Je ne vais pas vous le présenter, on n'a pas le temps, mais ça, c'est des expériences qu'on a déjà faites. Donc, nous, ce que l'on va faire, c'est un contrôle exhaustif de l'intégralité de la géométrie du pignon, donc tous les éléments géométriques, mais et surtout tous les éléments de surface de la surface de contact des dents. Donc, si on prend un plan de surveillance avec une machine de contrôle, en gros, on va contrôler un pignon sur 50 de façon très fragmentaire. Et on va accepter 80% de pièces non contrôlées. C'est pour ça que sur les boîtes de vitesse, on fait un contrôle à 100% de la boîte de vitesse, pas du pignon. Et donc, si la boîte de vitesse est défectueuse, eh bien, on démonte tout et on recontrôle tout. Pour donner une idée, pas donner de nom, mais en moyenne, on va sur une usine de fabrication qui va contrôler environ qui va faire 1000 boîtes de vitesse par an. Là, je parle de la boîte de vitesse, je ne parle pas du réducteur. Sur la boîte de vitesse de 1000 boîtes de vitesse par jour, pardon, on va avoir entre 5 et 10 boîtes défectueuses par jour. Donc, vous voyez le coût que ça représente. Et ça, c'est ce que nous, on va supprimer en contrôlant les éléments constitutifs de la boîte. Donc, pour donner une idée de la façon dont ça se passe, je sais pas si, voilà. Voilà la machine. Le pignon est positionné par un robot. Donc ça, c'est une machine de démonstration. Le pignon est contrôlé. Le robot va venir la saisir et va venir prendre la pièce suivante. Donc là, c'est plus lent que le cycle normal parce qu'on est dans un système de fabrication. Et l'intégralité des données sont disponibles à la fois sur écran et dans une base de données qui va être stockée. Et on va pouvoir également donc contrôler et vérifier ce genre de défaut qui est absolument impossible à voir par un contrôle géométrique par une machine à contact. Et voilà une idée du résultat de contrôle de l'ondulation de surface où on va avoir, donc pour donner une échelle, donc on va avoir des vagues où on va être sur, ça dépend ici, on est sur de l'ordre d'une dizaine de microns
d'amplitude, et ici sur de l'ordre de, pardon, ici une dizaine de microns, et ici de l'ordre de 3 microns d'amplitude. Donc, nous, on va avoir des machines qui vont être répétables à de l'ordre de 0,1 à 0,2 microns un sigma. En ce qui concerne donc les disques de frein, je vais passer, puisque vous allez avoir une présentation par Edixia. En ce qui concerne les rotors et stators de moteurs électriques, vous avez deux types de contrôles. Donc, les contrôles du paquet de fer, où on va contrôler l'intégralité du paquet de fer, c'est-à-dire sa cylindricité, le parallélisme des faces, l'opposition des slots, le fait qu'on peut des laminations ou des épaisseurs de tôle qui ne vont pas être alignées. Et ça, on va le faire environ en 15 secondes. Ou alors, on va contrôler l'intégralité du stator. Donc, c'est-à-dire le stator assemblé avec les épingles. Donc, là, en l'occurrence, c'est le Nebel Technology avec des épingles et non plus un bobinage. Et avec le contrôle donc, des embouts des épingles avant soudure. Donc, on va contrôler l'alignement en radial et en hauteur, les hauteurs des têtes d'épingles, et également derrière, donc tout ce qui est connecteur. On va pouvoir également contrôler l'espace entre les épingles, puisque c'est une caractéristique essentielle, puisque pour éviter les courts-circuits et les arcs électriques. On va également contrôler en 3D les soudures des épingles, avant et après soudure. Et je crois que je suis exactement à 15 minutes. J'ai terminé. Super, merci Marc d'avoir respecté le timing. On a un timing assez contraint aujourd'hui du fait du nombre d'intervenants. Mais on trouvait vraiment intéressant, comme Antoine vous l'a dit en introduction, de vraiment illustrer le propos par des retours d'expérience sur des cas d'usage précis. Merci en tout cas pour ces éléments. Pierrick Boisselier d'Edixia Automation va prendre le relais et donc conclure ce webinaire. Pierrick, je pense que vous devez m'entendre. Je vous entends, Simon. Alors, il va falloir que je trouve l'endroit où partager mon écran. Ça va toujours être tac, tac, tac. Écran partagé. J'ai trouvé. Est-ce que vous m'avez donné la main? Oui, normalement, c'est bon. À mon Alors, niveau, c'est bon. Voilà, partage. OK. Ça arrive. Et est-ce que vous voyez mon écran? Alors, il est en... Oui, ça y est, c'est bon, c'est parfait. C'est impeccable. OK, super. Ça fonctionne. Écoutez, merci d'abord, Marc, pour votre présentation. Donc, effectivement, comme vous l'avez dit, on va parler de disques de frein, spécifiquement de disques de frein. Merci de ne pas en avoir parlé. Je pense que ça aurait été une redite, effectivement. Donc, juste dans le déroulé de ma présentation, je vais vous faire une petite présentation d'Edixia pour que vous sachiez qui nous sommes. Je vais vous faire une petite introduction à la vision artificielle. On n'a qu'un quart d'heure, donc on va aller vite, mais pour que vous compreniez comment ça fonctionne et la vision artificielle 3D. Et puis ensuite, on viendra sur les disques de frein, un cas d'usage bien spécifique qui sont les disques de frein, mais qui sont des pièces très importantes dans la voiture. Et puis, on finira sur les questions, s'il y en a, bien évidemment. Alors, un petit mot d'Edixia. Edixia est une société qui existe depuis 30 ans et nous sommes spécialisés dans l'inspection par vision artificielle. Et qu'est-ce qu'on fait? On crée des capteurs. Donc, pour nous, des capteurs, c'est une caméra alliée à un éclairage. Et on intègre ces capteurs dans les milieux industriels pour aller contrôler les pièces sur ligne. On a un objectif avec ces capteurs, c'est d'aller améliorer la compétitivité de nos clients en automatisant et en digitalisant le contrôle. Donc, le but, c'est bien évidemment d'éviter les feuilles, d'éviter les fichiers Excel, d'avoir un univers digital, de récupérer de la donnée, d'aller faire du contrôle et d'assembler tout ça pour donner de l'information à nos clients.
Alors, quelques chiffres, on est environ 35 personnes. On est situé à Verne-sur-Sèche, entre 5 et 10 km au sud de Rennes. Donc, on est 35 personnes et on investit massivement en R&D, puisqu'environ 15% de notre chiffre d'affaires est investi tous les ans en recherche et développement. Pour info, le chiffre d'affaires oscille entre 4 et 5 millions d'euros. Je parle hors période Covid. Et puis, on a une activité relativement forte à l'international. Notre chiffre d'affaires, il est environ 40% sur la France, 60% à l'export, avec des installations sur l'ensemble de la planète. On a des installations en Chine, en Inde, en Amérique du Sud et dans tous les pays européens, et même en Russie. Et puis, on est relativement fiers parce que depuis qu'Elixia existe, on a installé plus de 5000 capteurs. On a actuellement plus de 5000 capteurs qui fonctionnent chez l'ensemble de nos clients. Alors, qu'est-ce qu'on propose? On propose une solution complète. Qu'est-ce que c'est qu'une solution complète? Ce n'est pas seulement le capteur. Le capteur, c'est la base du contrôle optique, mais derrière, il faut faire le traitement numérique. Donc, le capteur va fournir une image et cette image, il faut l'analyser. Nous, on n'est pas seulement des fabricants de capteurs, on est aussi des créateurs de logiciels qui permettent d'aller traiter les informations et en particulier l'image que fournissent les capteurs. Donc, une fois qu'on a traité l'image, on va aller l'intégrer dans l'univers industriel de nos clients. Derrière, on va faire la mise en service. Donc, la mise en service, c'est faire l'installation. Et puis derrière, on va former nos clients. Le but d'Elixia, on est une petite équipe, 35 personnes. Comme je vous l'ai dit, on travaille sur l'ensemble de la planète. Notre but, c'est pas d'aller toutes les semaines chez nos clients, c'est de rendre nos clients autonomes. Donc, on va aller former nos clients à nos systèmes. Et puis, bien évidemment, derrière, on a besoin d'assurer un suivi parce que les systèmes, ils évoluent. Les clients font évoluer les systèmes. Et naturellement, on a une équipe SAV pour aller supporter nos clients dans leurs évolutions, quelles qu'elles soient logicielles. Ça peut être simplement un passage de Windows 7 à Windows 10, par exemple. Mais ça peut être des choses beaucoup plus compliquées. On travaille sur 3 grands secteurs d'activité. Le premier qui nous concerne aujourd'hui avec les disques de frein, c'est l'inspection de surface. Donc, l'inspection de surface, c'est aller chercher en surface d'une pièce sur le matériau, et nous, on travaille de manière multimatériaux. On peut travailler sur des pièces métalliques, on travaille dans l'aéronautique sur des pièces en carbone, sur des pièces en plastique, vraiment sur le verre, l'ensemble des matériaux. Et on va chercher les défauts sur les pièces que l'on va inspecter. Donc, on va garantir la qualité structurelle et la qualité perçue à la place pour nos clients. Pas à la place, mais pour nos clients. Le deuxième secteur d'activité, c'est la qualité d'assemblage. Alors, Marc, tout à l'heure, parlait des bruits dans le véhicule électrique. Il faut savoir que dans le véhicule électrique, il y a 3 grands types de bruits qui peuvent intervenir. Il y a le premier, c'est l'interaction véhicule avec le bitume, donc c'est les pneus. Le deuxième, effectivement, c'est tout ce qui est engrenage. Et le troisième, c'est le bruit de la caisse avec l'écoulement de l'air sur la caisse. Donc, nous, dans l'automobile, on vient assurer un assemblage parfait sur ce deuxième secteur. Donc, on a des solutions pour aller, par exemple, contrôler les jeux et affleurements entre les ouvrants et les montants des véhicules. Donc, je vais juste vous montrer pour que tout le monde comprenne bien. Le jeu, il est là, l'affleurement, il est comme ça. Et donc, il faut savoir que quand les jeux et affleurements sont pas optimum, dans un véhicule électrique, dans un véhicule en général, ça crée des perturbations et ces perturbations sont générateurs de bruit. Et puis, le dernier secteur d'activité, c'est le contrôle de fonctionnalité où là, on vient vérifier avec nos machines, avec des bancs, que les normes sont bien respectées. En particulier, je vais vous citer un exemple, vous allez tout de suite comprendre. Un tiers des phares qui sont produits sur la planète sont contrôlés par des machines Elixia.
Et ces phares, donc, on crée des bancs en fin de ligne de production. On vient contrôler si l'assiette est bonne, si l'éclairage est bon, si toutes les fonctionnalités fonctionnent au sein du phare. Et donc, tout ça, c'est normé. Il y a 3 types de normes. Il y a des normes européennes, il y a des normes asiatiques et il y a des normes américaines, même si tout ça, c'est en train de converger. Donc, nous, on va venir contrôler le phare et s'assurer qu'il fonctionne de la manière la plus optimum possible. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on allait parler de vision 3D. Juste pour comprendre ce que c'est que la vision 3D, vous avez ici un petit schéma au centre avec une pièce et puis un capteur qui va projeter une raie laser sur une raie lumineuse, on va plutôt dire, une raie lumineuse sur la pièce et qui va se déplacer. Là, on peut mettre en mouvement le capteur ou on peut mettre en mouvement la pièce, bien évidemment. Et avec une fréquence définie, on va aller enregistrer des images. Ces images vont ensuite être compilées pour aller former une image en 3 dimensions. Donc, vous avez ici le schéma de l'acquisition, vous avez ce que le capteur acquiert à chaque étape du processus. Et puis, vous avez ici en bas la pièce qui est reformée. Et donc, vous comprenez aisément que, par exemple, si sur la petite zone grise, on a une zone un petit peu plus foncée, on va pouvoir aller le détecter grâce à nos logiciels. Et puis, on va pouvoir dire, là, c'est pas normal. Et donc, théoriquement, il y a un défaut. Alors, ça peut être un défaut, si c'est plus foncé, ça peut être un défaut, un creux, un manque de matière, ou si c'est plus clair, c'est un excès de matière. Donc, voilà schématiquement comment ça fonctionne, rapidement. Alors, cas concret dans l'industrie automobile, les disques de frein qui, malgré l'arrivée des véhicules électriques, ne vont pas disparaître et vont même évoluer puisque les véhicules électriques, c'est plus lourd que des véhicules thermiques. Et donc, naturellement, les disques de frein vont évoluer dans le même sens. Ils vont être plus robustes et plus lourds. Donc, un disque de frein, c'est constitué de différentes parties. Il y a la partie du bol qui assure la jonction entre le disque de frein et le châssis. Il y a les 2 surfaces de freinage, une face top et une face bottom. Et puis, vous avez la gorge, donc la partie la plus compliquée à contrôler, et puis les fûts de ventilation parce que les disques de frein, quand ils freinent, ils chauffent, et donc plus un disque de frein chauffe et moins il est efficace. Donc il faut ventiler pour diminuer la température des disques de frein. Donc pour info, les caractéristiques d'un disque de frein, donc c'est des disques de frein en fonte. Très souvent, on voit arriver des disques de frein en céramique maintenant, mais de manière relativement discrète. Un disque de frein, c'est environ 300 par 25, donc 300 en diamètre, 25 en épaisseur. Il y en a des plus grands, ça va jusqu'à 400 pour les disques de camion, et il y en a des plus épais. Il y en a des moins grands et des moins épais. Tout dépend du poids de la voiture. Un disque de frein, ça pèse actuellement entre 8 et 12 kg, et c'est en train de monter. On voit fréquemment maintenant des disques de frein arriver 15 kg, voire au-delà, aux alentours des 20 kg. Pour contrôler un disque de frein, les constructeurs automobiles nous demandent environ 14 secondes, avec des productions qui s'établissent en 4 équipes. Donc, il faut que la machine tourne. Elle ait la capacité d'aller tourner 24 heures sur 24. Donc, qu'est-ce qu'on va détecter ? On va détecter tout un tas de défauts. On va détecter des défauts des défauts de soufflure qui sont des défauts de fonderie pure. Donc les pièces, un disque de frein, c'est fabriqué en fonderie. On a la capacité d'aller contrôler les disques de frein en sortie de fonderie, donc sur le matériau brut, ou après usinage. Et donc, par exemple, une soufflure, c'est une bulle qui s'est insérée, une bulle de gaz qui s'est insérée lors de la fonderie et qui naturellement va émerger comme un trou au moment du machining. J'ai le mot en anglais, je ne l'ai pas en français. De l'usinage, voilà, pardon. De l'usinage. Donc, on peut aller rechercher des vibrations. Les vibrations, c'est de la vibration d'outils lors de l'usinage. On peut aller détecter des ailettes bouchées.
On peut aller détecter des fissures, des manques, comme je disais tout à l'heure, des manques de matière ou des surépaisseurs de matière. On peut aller regarder au niveau du bol aussi si les trous sont bien percés. Donc, on a à notre disposition la capacité d'aller vraiment contrôler l'ensemble des défauts que l'on peut retrouver sur une pièce de fonderie usinée. Alors, un projet d'inspection de disques de frein, il a différents objectifs. Le premier et essentiel, c'est celui d'éliminer les retours clients. Éliminer les retours clients parce que si vous faites le contrôle par l'humain, l'humain, il est très, très fort. Moi, je dis toujours, il y a un système de contrôle qui est irremplaçable, c'est l'œil humain plus son cerveau. Le problème de l'œil humain plus son cerveau, c'est qu'il a tendance à se fatiguer et il peut laisser passer naturellement des défauts. Et donc, ces défauts se retrouvent chez le constructeur automobile qui peut avoir chez le constructeur final automobile qui peut avoir des problèmes donc, avec ces pièces-là et donc qui naturellement fait des retours clients. Donc, le but d'un projet chez Elixia, c'est de manière primaire, de manière basique, d'aller éliminer les retours clients. On va ensuite remplacer les opérateurs. Vous avez, je ne sais pas si vous avez fait le calcul, un disque de frein, c'est 10 kg. Il y a environ à contrôler 4 disques de frein à la minute. 4 disques de frein à la minute, ça fait 40 kg à la minute, ça fait 2 tonnes 4 à l'heure. 7 heures, environ 15 tonnes. Donc, aller soulever, contrôler un disque de frein par un opérateur, vous avez à la fin des gens qui sont bien bodybuildés, mais surtout, vous avez des problèmes de TMS, des troubles musculo-squelettiques, parce que les pièces sont portées à bout de bras et naturellement, ça crée des problèmes à ce niveau-là. Et puis, il y a la notion de fiabilité. L'opérateur, il est capable de bien contrôler quand il est tout frais le matin, quand il arrive à 8 heures, quand il est à 16 heures, quand il est 16 heures et qu'il a fait 7 heures de contrôle, la fiabilité du contrôle, elle n'est pas du tout assurée. Et puis, on voit très souvent arriver avec des projets d'inspection, et pas seulement pour les disques de frein automobiles. On voit des augmentations de cadence, et naturellement, l'humain n'est pas capable de suivre ces augmentations de cadence. Donc, il y a un gain de productivité qui est lié avec ce type de projet. Et puis à la fin, c'est aussi, comme mes prédécesseurs l'ont bien abordé, la digitalisation des données. Donc la digitalisation des données, c'est éviter d'avoir des feuilles papier qui traînent dans l'atelier, qui sont repris par le responsable qualité, qui va enregistrer ça dans son fichier Excel, et puis qui derrière va essayer de faire des courbes. Le but, c'est d'avoir accès à l'information tout de suite, et puis d'aller faire de l'analyse, d'avoir une valeur ajoutée vis-à-vis de ces données-là. Alors, un projet chez Elixia, ça se déroule comme ça. On commence par une phase que nous, on appelle la phase de go-no-go. La phase de go-no-go, c'est une étude rapide qui va avoir lieu avec du matériel standard que l'on a chez nous et qui va nous permettre d'aller connaître les limites et surtout d'aller sécuriser le projet. Donc, suite à l'étape de go-no-go, on est capable déjà, avec l'expérience que l'on a et avec les essais que l'on a faits, d'aller fournir une information au client et de dire, voilà, on est capable, on pense que le projet il est viable ou le projet n'est pas viable, ou il est viable dans certaines conditions. Suite à ça, on va faire une étude optique. Donc, l'étude optique, c'est d'aller définir les besoins précis en termes de capteurs. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on fabrique des capteurs. Donc, on va prendre des caméras, des éclairages, et puis on va réunir tout ça. Donc, le but avec l'étude optique, c'est d'aller définir ce qu'on en a besoin en termes de capteurs et d'aller définir les positions et les manipulations qu'on va avoir besoin vis-à-vis de la pièce ou des capteurs. Ça peut être une trajectoire robotique, par exemple. Derrière, on va définir le concept de machine vision. Donc, définir le concept de machine vision, c'est faire tout l'environnement. Je vais vous donner un exemple après. C'est tout l'environnement qui soit mécanique, automatique ou électrique. Alors, nous ne sommes pas des automaticiens, nous ne sommes pas des mécaniciens. On travaille en général avec des intégrateurs qui, eux, vont orienter et vont créer la machine autour de nos systèmes vision.
Une fois que l'on a fait ça, on va faire les tests sur banc. Les tests sur banc, donc l'étude optique, on va dire que c'est la théorie. Les tests sur banc, c'est la pratique. Et comme vous le savez, la théorie, c'est bien, mais si vous n'avez pas vérifié par la pratique, vous pouvez avoir des surprises. Derrière, on va faire tout ce qui est installation et mise au point sur site client et on va aller corréler les données que nous, on a et que l'on a définies avec les données réelles du terrain. Hein. La corrélation se fait souvent avec les opérateurs pour qu'ils nous disent, voilà, ça c'est un défaut, ça c'est pas un défaut. Et puis derrière, on va faire tout ce qui est formation, comme je le disais tout à l'heure. C'est une étape importante chez Elixia. On rend autonome nos clients au travers de 3 niveaux de formation. Un niveau opérateur où on va donner à l'opérateur une formation lui permettant d'utiliser le système. Un niveau maintenance, parce que s'il y a besoin d'aller changer quelque chose sur la machine, il est important que le service maintenance soit impliqué dans le projet. Et puis un niveau expert, où là, on va donner les clés de nos logiciels. Nos logiciels ne sont pas des boîtes noires, ce sont des logiciels ouverts. Et donc, on va donner les clés à quelqu'un dans l'entreprise qui va être l'expert et le référent vision et qui va lui permettre, par exemple, d'aller modifier les paramétrages au fur et à mesure du temps. Et puis derrière, on a tout ce qui est support pour l'utilisation du fonctionnement parce que lorsque la machine va être installée, dans un premier temps, on va aller faire de l'apprentissage et aller comprendre exactement quels sont les différents défauts que l'on peut rencontrer et voir si ce que l'on a défini, c'est bien en rapport avec ce qu'attend le client. Donc, une cellule, par exemple, une cellule de disque de frein, voilà comment ça se représente schématiquement à la base chez Elixia. Ça, c'est la partie Elixia. Donc, vous voyez qu'il y a différents capteurs suivant les faces que l'on va vouloir, les zones que l'on va vouloir contrôler. On va mettre différents types de capteurs. S'il faut aller contrôler la gorge, s'il faut aller contrôler le bol, s'il faut aller contrôler les flux de ventilation, s'il faut aller contrôler la surface de freinage, on va mettre différents capteurs et on va mettre différents capteurs en fonction de différents paramètres et en particulier le temps de cycle. Plus le temps de cycle est faible et plus on va avoir besoin de mettre de capteurs. Voilà, en gros, c'est ce qu'il faut comprendre. On met la pièce en rotation, bien évidemment, pour aller contrôler. Ce sont des pièces, ce que nous on appelle des pièces cylindriques. Et donc, pour avoir l'ensemble du contrôle sur l'ensemble des zones à contrôler, on vient mettre la pièce en rotation, on vient faire l'enregistrement des différentes images. Et donc, les logiciels derrière vont traiter ces images pour aller détecter les défauts, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Alors, une cellule automatisée complète dans le cadre des disques de frein, voilà à quoi ça peut ressembler. Donc, contrairement à ce que vous a dit Antoine tout à l'heure, c'est pas un système Renault, c'est pour un autre fabricant. Et donc, vous voyez qu'on peut imaginer des choses. Donc, il y a très souvent dans les disques de frein, ce sont des cellules robotisées où le robot va faire la manipulation à la place de l'humain. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, l'humain, il a beau être costaud, au bout d'un moment, il fatigue. Le robot, on a l'avantage que lui ne se fatigue pas, il n'a pas de TMS. Donc, vous avez ici, par exemple, une cellule, donc une cellule automatisée. Et donc, vous pouvez voir qu'il y a deux postes de vision pour aller contrôler les pièces. Les pièces sont contrôlées tout d'abord par-dessus et ensuite par-dessous. Et il y a un carrousel qui permet d'amener les pièces dans les cellules de contrôle vision. Donc, voilà à quoi peut ressembler une cellule automatisée. Ça dépend bien évidemment de ce que veut faire le client et de la pièce en elle-même et de ce que l'on doit contrôler. Alors, un dernier mot sur la digitalisation. Monsieur Renaud, tout à l'heure, on a bien parlé. Juste pour Elixia, qu'est-ce que c'est que la digitalisation? C'est accéder aux informations du process afin d'analyser son comportement. Donc, avoir des données, c'est bien. Il est important aussi maintenant, dans l'univers 4.0, de l'industrie 4.0 qui arrive, d'aller corréler l'ensemble des données que l'on peut recueillir sur le process de fabrication. Donc, dans un premier temps, l'important, c'est de mettre à disposition la data.
d'aller la traiter. Alors, traiter la data, ça peut être typiquement sur un poste, d'aller faire des tableaux de bord qualité et qui soient obtenus en direct. Comme je vous le disais tout à l'heure, passer par le tableau Excel, c'est bien. Si on peut récupérer des informations directement, c'est encore mieux. Donc, des tableaux de bord qualité, on peut parler de cartes de contrôle, par exemple, dans l'automobile, mais pas seulement, dans l'univers de la grande série. Et puis derrière, de faire de l'analyse statistique, donc d'aller comprendre ce qui se passe, et en particulier de comprendre ce qui se passe en termes de dérive du process. Et puis, dans cet univers industriel, il y a maintenant quelque chose d'important qui arrive, c'est la corrélation avec l'ensemble des données que l'on peut avoir sur la chaîne. Donc, en gros, c'est de se dire, en amont, voilà, je fais telle modification qui m'apporte telles informations. Qu'est-ce que ça implique sur la phase aval de mon process? Et donc, d'aller faire cette corrélation, ça permet effectivement de suivre toutes les modifications qui peuvent avoir lieu vis-à-vis de l'évolution de la chaîne, du process en lui-même. L'objectif, il est clair et net à ce niveau-là, c'est l'amélioration continue, très important. Voilà, écoutez, j'ai fini. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis à votre disposition. J'espère que j'ai tenu le timing, j'ai à peu près tenu le timing. Super, oui, merci Pierrick pour le respect du timing. À nouveau, on sait que c'était un petit peu contraint aujourd'hui. On va conclure rapidement ce webinaire puisque on a démarré un tout petit peu. Voilà, merci du coup à tous les trois. Moi, pour rapidement avoir un petit mot de conclusion sur la thématique du jour. Je trouvais ça impressionnant de voir et intéressant de voir tous ces cas d'usage. Et puis comment la technique et la technologie permettent de fiabiliser les process de contrôle qualité. Et puis au-delà de la fiabilité et des gains de productivité que permettent ces nouvelles approches, voilà, je trouve intéressant l'ouverture que tu viens de faire, Pierrick, sur la lutte contre les problématiques de TMS, notamment. Voilà, voir que finalement, ces applications ouvrent quand même un certain nombre de portes qui sont au cœur des préoccupations des industriels en ce moment. Voilà, donc merci à nos trois intervenants du jour, Philippe Renaud pour Mecha Mesure, Marc Rosenbaum pour DW Fritz et Pierrick Boisselier pour Edixia Automation. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous recontacter ou à les contacter en direct. Ils seront un plaisir d'y répondre et nous de faire le relais si besoin. Merci à vous. Vous étiez un peu plus d'une vingtaine aujourd'hui connectés, donc c'est très bien. On est dans les objectifs qu'on se fixe avec ID4Car concernant notre activité animation événementielle. Et pour ceux que ça intéresse, alors il faut juste que je refasse un petit partage, donnez-moi une seconde. Vous avez donc nos événements à venir sur cette slide-là. Hop, c'est pas la bonne qui s'est mise, pardon. Hop, voilà, on a plusieurs événements à venir. Donc, comme vous le voyez là sur l'écran, le futur de la batterie pour le véhicule électrique qui devrait intéresser certains participants présents aujourd'hui, qui a donc lieu mardi prochain. Un webinaire sur le transport durable de marchandises et comment optimiser sa chaîne logistique, qui a donc lieu le 2 juillet. Et à la rentrée, on a déjà commencé à vous proposer des événements avec un webinaire sur les défis liés au tôle métallique et à l'acier, à la production d'acier nouvelle génération, sur toutes les problématiques qui vont concerner donc les mises en forme, les comportements et l'assemblage. Et enfin, un webinaire en partenariat avec l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité informatique, sur la thématique de la cybersécurité et des cyberattaques. Trouver les bons moyens de se protéger, c'est aussi important lorsqu'on est un industriel de réfléchir à ces sujets-là et on sait qu'ils sont aussi au cœur de vos préoccupations. Voilà. Merci en tout cas à vous tous d'être à nouveau présents parmi nous aujourd'hui. Merci encore à nos intervenants. Je vous souhaite un très bon appétit, un bon week-end et au plaisir de vous retrouver sur les webinaires ID4Car. Bonne fin de journée, au revoir.